Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches, mes expériences et mes rencontres pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, si vous suivez quelques épisodes que nous avons sortis il y a quelques semaines, vous savez qu'on traverse en ce moment une série un peu particulière. Particulière parce qu'elle touche à quelque chose que beaucoup d'entre nous portent, peut-être sans le savoir, souvent sans des mots pour le nommer. On a commencé avec le trauma simple dans l'épisode 296, cet événement qui dépasse nos ressources à un moment donné et qui laisse une trace. Ensuite, on a plongé dans le trauma de développement dans l'épisode 301, ce qui est construit ou se fracture quand on est enfant dans des contextes qui auraient peut-être dû être sécurisants. Et la dernière fois, on a parlé du trauma relationnel dans l'épisode 303, celui qui vient de ceux qui nous sont proches, qui nous aiment et qui sont censés nous protéger, nous aimer et nous porter. Alors, on va aller au bout dans cette série. Alors, je dis pas au bout à la légère parce qu'on va aborder aujourd'hui le trauma complexe et la dissociation. C'est souvent un niveau parfois silencieux, mal compris, et pourtant présent chez pas mal d'entre nous et surtout beaucoup dans nos cabinets de psychothérapeutes. J'ai envie de dire que le trauma complexe, c'est un petit peu comme une rivière souterraine. On ne le voit pas. Pourtant, elle façonne, cette rivière, le paysage depuis toujours. Et le travail en psychothérapie que nous faisons, c'est apprendre à l'entendre, c'est apprendre les personnes que nous accompagnons à les entendre, à l'entendre cette rivière et surtout à ne plus en avoir peur. Alors mon invitée cette semaine, vous la connaissez, elle a cheminé avec nous tout au long de cette série, c'est Angélique Gimnèse. Bonjour Angélique. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors Angélique, tu es psychothérapeute, tu es spécialisée en psychotraumatologie, en attachement, en TCA. D'ailleurs, tu sors un livre sur ce sujet chez l'éditeur De Book. Tu nous rappelles le titre, Angélique? Réparer la relation pour sortir des troubles alimentaires et ça sort aujourd'hui. Coécrit avec monsieur Rigaud, professeur Rigaud, c'est important. Voilà, on Ah oui, travaillait. coécrit avec le professeur Rigaud et donc ce livre est sorti, donc n'hésitez pas à vous le procurer. C'est une mine d'infos et surtout qui permet de comprendre la thématique dans sa subtilité. Et en fait, très souvent, je trouve que c'est là où notre travail thérapeutique, psychothérapeutique est très intéressant, c'est qu'en fait les choses, elles sont subtiles, elles avancent petit pas par petit pas, petite compréhension par petite compréhension qui fait que justement, en fait, on arrive à un meilleur bien-être. Alors tu travailles tous les jours avec des personnes qui portent des blessures profondes et tu as ce rare talent de rendre compréhensible ce qui semble au premier abord inracontable. Alors, on y va, Angélique, pour ce 4e et dernier épisode de notre série. C'est parti. Allez, je change de regard. Dis-moi, Angélique, un trauma complexe, qu'est-ce que ça définit vraiment? Une répétition, une durée, une relation avec la personne qui fait du mal? Qu'est-ce que tu peux nous dire dans la définition du trauma complexe? Alors, justement, un petit peu tout ce que tu viens de dire et alors je crois que déjà on va, heu appuyer sur un mot, ce que tu as dit. Complexe, ça veut dire complexifier, ramifier, parce que la plupart du temps, on pense complexe égale compliqué. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a des complications derrière, certains traumas dits complexes. Complexe, ça veut dire qu'effectivement, au fil d'une vie, il y a plein de fils qui se sont emmêlés, plein de petits nœuds. Quand tu parlais d'une rivière, qui sourde en sous-couche, voilà, donc il y aurait cette rivière avec plein de petits tumultes, en sous-couche, apparemment silencieux en surface et en même temps qui minent la vie, parfois des personnes au quotidien. Alors complexe, Heu, ça veut dire à la fois quelque chose qui s'est répété, possiblement, et ou plusieurs types de traumas, on pourrait presque dire, unitaires, voilà, différents et unitaires et qui se sont, cumulés là aussi au fil du temps. En réalité, au fur et à mesure qu'on a travaillé et qu'on a compris, ce qu'est, le trauma, les psychotraumatismes, on s'aperçoit que la plupart du temps, les gens qui ont eu des enfances
un peu plus délicates, avec ce qu'on appelle des expériences adverses, qui ont peut-être pris un petit peu plus de coups, d'une façon ou d'une autre que d'autres, possiblement ont des petites fissures, des petites fêlures et du coup, ça les fragilise et ce qui fait qu'au long cours, ensuite, certains épisodes de vie vont les marquer et les fracturer, peut-être, plus que d'autres et du coup, dans ces multifractures, on peut parler de complexation, complexité et du coup, on a plusieurs zones. Tu sais, on pourrait presque dire moi j'aime bien prendre l'analogie avec la médecine. Si, tu tombes et tu as une fracture, tu coupes ton os en 2. Trauma simple. Voilà, pas toujours simple à résoudre, mais en tout cas, plus simple à identifier. Heu, Trauma complexe, c'est finalement si l'os n'est pas complètement cassé, mais c'est friable et c'est fissuré de partout. Voilà et dans ces cas-là, la réparation, si on l'appelle comme ça, le traitement, le soin, l'accompagnement va être un peu plus délicat, un peu plus complexe parce qu'il va falloir y aller tamponner à discrétion pour pas risquer de casser cet os et faire en sorte que chaque zone se reconsolide et du coup, il est important d'y mettre beaucoup de soin et là joue la nécessité d'être dans une bonne relation et que l'autre qui prend soin de toi soit capable de, te rassurer et ne pas du coup te faire peur. Voilà, parce que finalement dans les traumas complexes qu'on retrouve régulièrement, c'est une forme de peur de l'autre. Celui qui est censé prendre soin de moi, en réalité, peut me faire peur. Mmh. Mmh. Mais souvent, ce que je remarque, dans les accompagnements, parce que j'ai eu la chance que tu me formes en psychotraumato et du coup, c'est quelque chose que j'exerce aujourd'hui dans mon cabinet, hem, c'est que souvent les personnes, elles sont un peu enfermées dans leurs schémas et en fait, ce sont des schémas qui se répètent, hein. Oui, 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 à juste titre. Tu sais, une période, on parlait possiblement même d'une forme d'appétence pour le trauma, qui renverrait aussi une appétence, peut-être ce qu'on a pu appeler aussi à une époque sadomaso dans d'autres approches. En tout cas, ce qu'on avait tous remarqué, même si les mots sont pas toujours, bien adaptés, c'est que effectivement, il y a une forme de schéma de répétition. Heu, Ça se comprend relativement bien. C'est comme si le cerveau n'a pas résolu quelque chose et il rejoue ou nous remet en situation de rejouer, des choses, à peu près identiques, comme s'il tentait de trouver résolution et malheureusement, justement, s'il n'est pas assez soutenu, assez aidé et ben, au lieu de trouver résolution, il va prendre un coup de plus et on peut vraiment dire rejouer parce que notamment le trauma chez les enfants, il n'a pas tout à fait les mêmes signaux que, chez les adultes et une partie, de la façon de montrer le trauma chez l'enfant, c'est justement il rejoue une même scène. Voilà, si tu un enfant qui secoue sa poupée régulièrement, voilà, bah, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il a vécu lui-même, qu'il est en train de remettre en scène, à chercher résolution. La résolution passant, la plupart du temps par il y a quelqu'un qui s'approche et qui va aider à résoudre ça. Donc c'est pas une appétence parce que ça montrait comme si on aimait ça. Voilà, non, non, c'est une espèce de c'est plus fort que soi, c'est une tentative de résolution. Ce qui est génial, ce qui montre aussi que notre corps et notre cerveau cherchent sans arrêt une issue à des choses difficiles. Mmh mh. Mmh. Tout à fait et à côté de ça et quelque chose aussi qui me frappe, c'est, le fait de rejouer comme tu dis, mais comme si ça venait confirmer, une espèce de fausse croyance installée. Par exemple, on va dire quelqu'un qui vit, échec amoureux sur échec amoureux, bah, finalement à chaque échec amoureux, bah, oui, ça vient confirmer que de toutes les manières je suis pas aimable Mmh. Alors, et tu as raison, on peut le regarder comme ça. C'est ce qu'on m'a aussi transmis, hein, quand on travaille en traumato complexe, on travaille, notamment avec les croyances. Alors soit on se dit qu'effectivement ça vient confirmer, voilà, revalider sans arrêt, ce qui est à peu près juste et ou on peut le regarder aussi et c'est là que le soin peut intervenir en disant: «C'est vrai qu'en apparence ça ressemble et en même temps nous notre travail c'est de montrer qu'il y a bien des différences, de faire une différenciation pour se désolidariser, du trauma et montrer que cette fois-ci, en tout cas, normalement on a plus de compétences et surtout on a toi, on a le thérapeute, on a quelqu'un en face qui va aider à ce que ça se joue différemment et on n'a pas forcément le même conjoint. Parce que ça aussi, c'est difficile dans les couples. Pardon de le dire comme ça, mais on a l'impression des fois que certains payent
pour ce que les autres avant ont fait et du coup, ils sont malheureux aussi, voilà, hein, d'être pris pour, des bourreaux qu'ils ne sont possiblement pas d'ailleurs, hein, voilà et du coup, c'est vraiment de travailler aussi, c'est aujourd'hui, c'est différent et parfois, ce que je dis à mes patients, y compris dans des maladies chroniques comme les troubles alimentaires, c'est que plus, heu, plus on avance, normalement, plus on a de possibilités de trouver résolution et solution parce qu'on a grandi à chaque étape. Mmh. Mmh. On a grandi à chaque étape. Je suis d'accord avec toi, et certains pourtant, ils n'ont pas l'impression de grandir à chaque étape, ils ont l'impression de se rétrécir. En fait, pour des personnes qui n'ont pas la chance de prendre le temps de se faire accompagner, ce qui est un chemin qui est à la fois doux et remuant, on va Oui, dire. oui, oui. Hem, Parce que notre travail, c'est pas d'être dans la brutalité, au contraire, être dans quelque chose de très doux, où on avance tout doucement, tranquillement, à petits pas de loup, à petits pas feutrés, pour regarder, en fait, les choses avec des angles un petit peu différents à chaque fois et par petites touches. Maintenant, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de pouvoir exercer ce travail et pouvoir travailler et de guérir ces traumas par la relation thérapeutique aussi, parce que je pense que c'est ça joue véritablement. Il y a parfois ces personnes, elles s'étiolent, elles se ratatinent, vers des schémas de plus en plus, raides, de plus en plus, oui, rigides même. Oui, 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 parce que comme tu dis, finalement, c'est ils se rigidifient, ils s'enquistent, ils s'endurcissent. On disait ça aussi à une époque, ils s'endurcissent. Justement, à défaut du support de quelqu'un d'autre qui vient leur montrer, en tout cas aujourd'hui, il y a au moins une chose différente, c'est tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et même si je sais pas trop quoi faire, mais tu n'es plus seul à retraverser cette chose-là. Donc, c'est vraiment c'est la présence de l'autre, c'est vrai dans tout type d'accompagnement, c'est vrai dans tout type de traumatisme et dans le trauma complexe, hem, vraiment l'enjeu de la relation, il est crucial. Mmh. Absolument, absolument. Ce que je voudrais quand même qu'on rappelle aussi pour, nos auditeurs, c'est que là, on parle de trauma et tout, il y a tout le monde va se dire: «Oh là, oh, au secours là, je suis hyper traumatisé». Hem, Notre cerveau, il est quand même, formaté pour ça, Oui. pour gérer les traumas, et du coup, la proportion, c'est à peu près 75 à 80 de nos traumas sont régulés automatiquement par notre cerveau? Alors, ce qu'on Ou m'apprenait d'événements traumatiques, on va dire? voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que, quand on parlait de trauma simple, oui, on dit qu'il y a 85 de coping sains, ça veut dire de gens qui arrivent à absorber. Quand on est sur le trauma complexe, c'est un petit peu plus délicat, de mettre des statistiques, parce que du coup, si tu es ébréché dès la petite enfance et que tous les gens, du coup, on retrouve là, qu'auraient des attachements de type insécure et des polyfractures depuis la petite enfance, hein, des traumas précoces, possiblement, la proportion, de trauma et de mal-être au long cours, serait plus importante. Voilà et c'est pour ça qu'on dit aussi, aujourd'hui, on a saisi que un type d'attachement sécure, c'est un facteur de protection hyper important pour la suite qui permettrait que justement, des traumas uniques soient mieux absorbés et en tout cas beaucoup plus vite, résolus derrière. Et il Mmh. y a quelque chose à retenir qui me paraît fondamental dans ce que tu dis, c'est tout comme on est paramétré pour survivre au deuil, pour survivre au pire à plein de choses, voilà, pour rester en vie, on est quand même drôlement, sophistiqué, comme animal ou comme machine ou comme être, heu, ben, c'est vrai que du coup, la façon dont on a été étayé et encouragé, accompagné initialement va faire beaucoup à la suite. Mmh. C'est certain, et en tous les cas, enfin, une chose est sûre, c'est que, ce que je vois pas mal, en tous les cas, en accompagnement, c'est malgré tout, tous ces traumas relationnels qui sont dus à des histoires amoureuses, difficilement gérées ou brutalement arrêtées, sont des sources traumatiques qui peuvent engendrer des traumas complexes qui sont particulièrement, importantes. Oui, parce je crois que tu vois, il y a une tentative de solution. Heu, si je coupe la relation, Mmh mh. heu, ce serait la solution. Mmh. Or, la prochaine relation,
va rester quand ça va mal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper la relation, ce sera la solution et du coup, là, on part sur des schémas sans fin et c'est tout l'inverse, c'est la relation est la solution. Mais comment prendre soin de la relation dans le couple, parents-enfants, en amitié? C'est ça la clé de voûte, c'est si on prend soin des relations entre les humains, on peut pas éviter que de temps en temps, il nous tombe des tuiles, sur la tête, hein, mais on pourrait dire que la relation, c'est le meilleur parapluie qui existe. Mmh mh. Mmh. Ouais, aussi bizarre que ça puisse être t'entendre, parce que les relations peuvent parfois faire mal. Hem, Maintenant, on a appelé, ce podcast, «Trauma complexe et dissociation». Alors ce mot dissociation, il fait un peu peur, hein. On imagine des choses un peu dramatiques, des films d'horreur, des personnalités multiples. Est-ce que tu peux nous dire, bien simplement, c'est quoi la dissociation, dans notre jargon? Oui, oui, oui et alors je souris parce qu'en plus, à une époque, on n'entendait pas parler de ces mots-là et maintenant, il y a même des patients qui arrivent en disant: «Je suis dissocié». Ah, Ouais. donc quand même, ça montre que les gens s'intéressent pas qu'au sujet, mais à eux-mêmes aussi, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Heu, Normalement, quand on va bien, on pourrait dire qu'à l'intérieur de nous, tout est en lien, tout est relié, tout est associé et le fait est que quand on doit faire face à quelque chose de difficile, heu, il y a une forme de tentative d'adaptation qui signifie: «Je vais me dissocier temporairement de la chose difficile pour que tout le reste de ma machinerie interne puisse continuer à fonctionner». On va prendre un exemple simple, tout en disant que c'est très, très bien d'aller chez le dentiste, hein. Je vais parler des dentistes 2 minutes, mais c'est très bien d'aller chez le dentiste. Quand on va chez le dentiste, généralement, il y a une partie d'entre nous qui est pas super, super à l'aise. Donc à un moment donné, on ouvre la bouche, on va presque comme si on lui abandonnait notre corps, le temps qu'il fasse son travail et toc, on part ailleurs. Alors il y a un joli mot qui s'appelle aussi une petite fugue dissociative, donc on part dans notre tête. D'ailleurs, il faut remarquer qu'à certains endroits maintenant, on met de la musique Ouais, même pour des télés, hein. Mmh. voilà, des télés, ce qui permet finalement que le cerveau, si on le dit très simplement, s'en aille faire un petit tour ailleurs pendant qu'on prend soin du corps. Voilà et à la fin, hop, on raccorde tout, on réassocie le tout. Donc on a eu une dissociation temporaire. Le corps et la tête sont faits de sorte à pouvoir régulièrement, comme ça, se dissocier et se réassocier, de façon à faire face à plein de situations, y compris, je sais pas, là, on a nos jeunes qui vont pas tarder à aller passer le bac, ils se lèvent le matin, il y en a un, il a un peu mal au ventre, bon, bah, du coup, il va falloir qu'il se dissocie un petit peu de sa douleur, qu'il respire un grand coup et qu'il oublie temporairement son ventre, le temps de passer son examen. Donc c'est une faculté intégrée en nous qui nous permet de continuer à fonctionner. C'est une stratégie d'adaptation. Simplement, heu, il y a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, il y a tout un travail sur la dissociation, dite, structurelle, hein, qui est fait et ce qui compte là aussi, mais c'est la dose qui fait le poison, à nouveau. C'est que si on reste trop souvent à devoir se réadapter au point qu'on doit abandonner un petit bout de nous dans un coin, eh ben, on peut finir par se disperser et si la zone de tension durait très longtemps, d'ailleurs, c'est pour ça que je reprends mon exemple de dentiste, parce que le dentiste, quand il doit faire un soin, il va pas vous garder 4 heures continues. Il va faire le soin par petites touches. C'est pas pour le plaisir de vous faire revenir plusieurs fois, c'est aussi pour que le temps de dissociation et d'endurance à la douleur ne dure pas, trop longtemps. Sinon, il faudrait faire quasiment une anesthésie générale, hein, voilà et du coup, par petites touches, on se reconnecte plus facilement. Quand l'état dissociatif, donc quand ça dure, quand ça passe en termes d'état, là, effectivement, à terme, ça peut occasionner des troubles, à la fois, ne plus sentir sa douleur, le jour où on le sent, ça peut être très, très grave, tu vois? Où Mmh. on le perçoit. Le mal de ventre peut se révéler être plus qu'un mal de ventre et si on reste trop dissocié d'un point de vue psychique, tête et corps, effectivement, ça peut, créer une forme de trouble mental et quand tu disais: «Oui, aujourd'hui, on parle, et on voit ces films où les gens sont un peu, parcellaires, comme s'ils avaient des identités multiples». C'est, à la base, une stratégie intégrée en nous pour nous préserver Mmh. et en même temps, au long cours, ça peut coûter la vie. Mmh, tout à fait. Prenons le cas, et ça on l'a tous entendu, de personnes qui ont par exemple des accidents de voiture assez graves et qui se rappellent de rien. En fait, le corps il s'est dissocié justement pour,
protéger la tête quelque part, enfin protéger le psychisme, Oui, oui. d'un choc trop grand. Donc en fait, oui, on utilise c'est de manière naturelle cette dissociation, mais par contre, comme tu l'expliques très bien, si c'est trop en continu, c'est là où il peut y avoir des problèmes, des complexités. Du coup, c'est là où, je reviens avec, le lien entre notre trauma complexe et la dissociation. En fait, comment est-ce que le trauma complexe implique de la dissociation? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que la dissociation, donc comme on le disait, elle protège à court terme et pourtant à long terme, il y a un coût quand même si on C'est reste trop longtemps dissocié? Et du coup, on peut reprendre deux aspects différents. C'est, même si on a une enfance relativement, saine, on va dire comme ça, et qu'arrivé par exemple à l'adolescence ou au jeune adulte, on prend plusieurs coups. Des choses voilà qui nous secouent. Hem, alors on avait expliqué ce qu'est le stress post-traumatique, on peut avoir des signaux et en même temps, si on n'est pas aidé, si on n'a pas le temps, qu'on veut passer vite et ben, il y a cette, option non choisi de la dissociation. Je fais comme si, voilà, c'est pas si grave. Voilà, c'est un de Mmh. perdu, 10 de retrouvé. Bon, bah, ça va aller, on va et ce qui fait que la personne, elle se dissocie en tentant de balayer des aspects comme ça et au long cours, bah, ça fait des fractures, des fractures, des fractures, des fractures silencieuses ou comme tu disais tout à l'heure, le cours d'eau en sous-couche avec des remous, des remous, des remous, mais sur lequel on met un couvercle et il arrive un jour où, bah, peut-être on est plus fatigué ou alors on bah, justement, on est dans une période où on va mieux et possiblement on serait plus enclin à s'associer à tout ce qui est chouette et là, à notre insu, bah, je reprends ton histoire de rivière souterraine, il va y avoir ce qu'on appelle une résurgence et ça remonte et là, bah, j'allais dire, grosse Si surprise. ça fait un geyser? Eh oui, ben oui, oui, mais grosse surprise parce que, pardon pour l'expression, mais c'est parfois les gens qui nous disent: «J'ai pété un câble, j'ai déjanté». Dit autrement, parce qu'on a un vocabulaire un peu particulier des fois en psychotraumatologie, déréalisation, dépersonnalisation. Alors effectivement, ça fait très, très peur. Mais le fait est que, ben oui, à un moment, pour pas que ça implose, faut que ça sorte, hein. Moi, des fois, je dis: «C'est, le de la cocotte minute là qui qui saute, mais Ouais. d'un coup». Voilà. S'il y a pas eu d'échappement régulier, justement et de régulation régulière et du coup, quand on est, quand on a des traumas précoces, des traumas relationnels, des traumas d'attachement comme on en a déjà parlé, ensemble et on a des petites fractures de partout et y compris que la relation, semble faire mal, donc on se dissocie, on s'écarte de la relation, bah, c'est presque structurel. C'est intégré un peu dans le fonctionnement interne, dans le corps et dans la tête, de se méfier, d'être réticent et de se dissocier et d'éviter la relation. Du coup, ces gens-là, finalement, qui auraient une dissociation au plus long cours, c'est presque un mode de fonctionnement qui normalement n'est pas normal, mais deviendrait un peu leur normalité fonctionnelle à eux. Ce qui fait que, quelque part d'ailleurs, eux, quand ils vivent des choses difficiles, ils pourraient presque les traverser mieux que d'autres parce qu'ils ont été entraînés, hein, on pourrait dire, hein. Voilà, mais c'est clair, hein, voilà. Non, Mais non, mais c'est clair. voilà, mais ce qu'il y a, c'est que moi, des fois, je dis, c'est comme si on vivait la zone de dissociation, c'est une zone de tamponnage pour éviter, voilà, d'être trop douloureux, mais elle grossit au fil du temps, quoi qu'il advienne. Voilà, à chaque coup, même si on tente de les amortir avec ce fonctionnement. Ce qui fait qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça finit par, heu, ressortir quand même d'une façon ou d'une Ou autre d'une autre. et Mmh mh. et ce qui est étrange, c'est que, c'est pas forcément toujours dans le moment qui paraît le pire, tu vois? C'est pas toujours dans le plus grand trauma, mais dans les dissociations qui sont installées au long cours, à un moment donné, on est trop fatigué, par exemple, parce que ça coûte, comme tu l'as dit, ça coûte de l'énergie silencieusement. On a l'impression que ça nous en donne plus, mais en réalité, ça en coûte et un jour, un peu comme si on faisait un burn-out, tu vois? À force d'être dissocié et ben, on s'effondre et bah, là, va falloir remonter les pièces et reconstruire. Heu, est-ce que, on identifie toujours quel est le moment où ça va s'effondrer? Bah, c'est pas toujours qu'à l'occasion d'un nouveau trauma. C'est aussi parce qu'on est presque quasiment épuisé et on ne peut plus continuer à appuyer entre guillemets «sur cette pédale», qui permet, de se dissocier. Ce qu'il y a, c'est que, faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que, la dissociation, ça fait aussi et je crois que ça, c'est hyper important, qu'on
on finit par ne plus rien sentir. Mais du coup, ça peut amener pour ne plus sentir la douleur, ne plus sentir qu'on a faim, ne plus sentir qu'on n'a pas faim, ne plus sentir qu'on est fatigué. Et là, eh ben, le corps, lui, au bout d'un temps, il ne tient pas. Mmh. Ça, c'est quelque chose, effectivement, bah, ça, on va faire tout un lien sur tous les épisodes qu'on a fait sur les émotions. C'est que, ce que j'observe et que tu dis aussi, c'est que des personnes qui sont dissociées, très souvent, elles sont plus trop connectées à leurs émotions et du Mmh. coup, moi, je trouve qu'il y a souvent le langage, quand j'entends le langage, soit je suis content, je suis fatigué et puis sorti de là, il y a plus grand chose. Ouais. Quelqu'un qui m'a dit: «Oui, de toute façon, les émotions», là, il y a pas très longtemps, c'était chouette d'ailleurs, qui m'a dit, je lui «Mais qu'est-ce qui vous arrive là, dans le torse, là, quand vous ressentez des émotions?» «Bah, en fait, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui bouge et qui monte Oui. et puis c'est tout». Alors j'ai dit: «Mais attendez, quand vous êtes content?» «Ah bah non, c'est toujours pareil, ça bouge, ça monte». Et en fait, du coup, c'était extrêmement intéressant parce qu'on est allé travailler tout le langage des émotions et cetera et puis, en fait, petit à petit, la personne, elle a comme repris vie. Moi, ce qui me fascine, aussi, c'est de voir que le visage des personnes qu'on accompagne change. Mmh. Hem, le visage reprend vie, en fait, parce que nos expressions faciales sont, on exprime toutes nos émotions sur notre visage et en fait, le visage reprend une vie. Enfin, c'est juste, C'est incroyable. Tu dis quelque chose d'hyper important parce que finalement, c'est une façon aussi simple de remarquer, s'il y a eu traumatisation complexe. C'est, l'appauvrissement du langage, émotionnel. On a l'impression qu'il y a moins de variété, voilà, et heu, pareil, en termes sensoriels, moi, on a l'impression qu'on est toujours à peu près sur le mode, fonctionnement on-off. Alors que normalement un humain, quand c'est vivant, c'est un feu d'artifice, c'est un arc-en-ciel. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup plus de relief et moi je trouve que du coup notre je dis souvent, c'est notre boulot, c'est de la réanimation Mmh. sensorielle, émotionnelle, relationnelle. Mmh. Complètement, complètement et alors du coup, si on continue à travailler un petit peu dans tout ce qui touche, à cette dissociation et qu'en fait, on fait comme, couper. En Tout à fait, ici, là, on saucissonne, hein, donc il y a la tête et le reste du corps et puis, ben, en fait, du coup, le corps qui ressent toutes les émotions, hein, parce que c'est ce qu'on racontait dans le podcast, dans les podcasts sur les émotions. Donc en fait, c'est le corps ressent énormément de choses et quand la tête n'a pas les moyens de l'écouter parce que le canal, il est, coupé, bah, en fait, le corps est un peu le lieu de stockage. Hein, hein, hein. Et du coup somatisation, ça s'appelle somatisation. exactement, parce qu'en fait, le corps, il sait, il stocke, il garde, il parle et quand la tête, elle n'a pas accès ou plus accès à ça, et bah, qu'est-ce qui se manifeste dans le corps? Et justement, ce qu'on a appelé pendant longtemps, tu sais, la somatisation. À une époque, on appelait ça même l'hystérie de conversion. C'est, Ah oui, c'est mettre le mot ancien. Ouais. voilà, mettre dans le corps. Ce qui est tout à fait juste, c'est qu'effectivement le corps, lui, il tente de continuer à fonctionner. Alors tout en rappelant une chose, quand on dit, que la tête et le corps sont dissociés, en réalité, c'est les différents niveaux aussi fonctionnels du cerveau qui sont dissociés, c'est, voilà, eux aussi, puisque tout ça est assez subtil. Mais c'est une façon de le dire simple et qui traduit vraiment, c'est, heu, le corps, lui, garde les empreintes, voilà, et y compris quand on est petit, que notre cerveau, très, élaboré n'est pas totalement, mature, hein. Du coup, il stocke, il stocke, il stocke et le fait est qu'à un moment donné, ben, il faut qu'il traduise. On a longtemps parlé aussi du langage du corps, donc il manifeste des choses et si la tête, malgré les manifestations, alors ça va du petit bouton, au mal à l'estomac, bah, si la tête refuse d'entendre et j'ai envie de te dire aussi, et si les autres ne font pas état de ça et ne le mentionnent pas, tu vois? Ils disent pas: «Mais quand même, c'est souvent que tu as mal à l'estomac, qu'est-ce qui se passe pour toi?» Tu vois? C'est aussi que l'autre peut venir, là-dedans et ben, il va lancer ça de plus en plus fort. Un petit peu comme ta rivière dont tu parlais tout à l'heure. La rivière intérieure, là, elle va se manifester de plus en plus et ben, quand on parlait à un moment s'il y a une résurgence, la résurgence, ça peut être un gros pavé et ben, de plus en plus, on dit quand même que à la fois cancer, maladie auto-immune aussi, c'est se ronger de l'intérieur. Il y a de plus en plus on le savait quelque part, mais aujourd'hui,
on le comprend de mieux en mieux et du coup, on le valide aussi de plus en plus. Parce qu'il y a quand même eu au regard de tout ça, toute une époque où on disait de ne pas s'écouter, c'était un signe de faiblesse d'écouter le corps, Raphaël. Or, le corps, il parle et c'est certainement lui qui a le langage le plus, il Subtil. ne ment pas, il ne ment pas. Tu sais, comme quand on dit que les enfants ne mentent pas, finalement, ils disent toutes les vérités et ben, le corps, il dit les vérités. Alors maintenant, des fois, effectivement, il faut pouvoir, prendre le temps de comprendre ce qu'il est en train de dire. Mmh. Mmh. Alors à côté de ça, je trouve que quand, on a des états de somatisation, je trouve que c'est important de pas non plus nourrir une immense culpabilité, en disant: «Oh là là, mea culpa, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis passé». Donc il y a ça, il y a le fait aussi de se dire que écouter son corps, ce n'est pas s'auto-centrer. C'est pas ce que ça veut dire de passer son temps à se regarder le nombril, comme on dit. C'est pas effectivement ce que ça veut dire. C'est simplement se dire: «Bah, tiens, les moments» je remarque que les moments où, je suis en état de stress et puis on y est tous, hein, bah, là, ma nuque, ah, c'est un peu plus dur. Ou là, je suis dans une situation où je me sens pas du tout à l'aise. Ah tiens, c'est marrant, à chaque fois, j'ai un peu mal à l'estomac. C'est en fait ces petits détails-là que je trouve qui sont intéressants à noter, qui ne sont pas du nombrilisme et de l'autocentrage. Simplement, c'est dire: «OK, j'ai entendu que là, le stress est important. Même si j'ai envie d'aller plus loin, allez, je ralentis. Tiens là, j'ai un peu mal à l'estomac. Ah, mais j'ai peut-être quelque chose à réfléchir, peut-être que j'ai une de mes valeurs qui est profondément touchée». Et du coup, c'est véritablement mettre ces fils, mettre ces liens qui fait qu'on se réaccorde. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est incroyable, c'est que quand on prend ce temps-là de dire: «Tiens, hem, j'ai un peu mal à l'estomac, tiens», par exemple, allez, ma valeur de transparence a été vraiment bousculée et bah, finalement, le mot d'estomac, il disparaît. Ouais. Parce qu'en fait, quand le corps, on l'écoute et ben et qu'on lui propose une clé de lecture. En fait, il y a comme une réassociation qui se fait. Moi, j'aime bien le mot que tu utilises, ce réenclipsage là. On réenclipse, plouf! Et puis du coup, ce qui permet de pouvoir, véritablement, bah, faire ce lien et qui fait qu'on se sent en fait libéré. Je pense qu'on l'a tous ressenti des moments où on n'était pas bien, d'une situation qui nous convient pas, où on est vraiment mal et que tout d'un coup, soit on en parle à quelqu'un, soit on y réfléchit et puis paf, cette espèce de sensation désagréable, en fait, elle disparaît et elle disparaît simplement parce qu'il y a une clé de lecture qui a été donnée. Peut-être parfois inattendue aussi. Des mots qu'on a entendus, qu'on n'attendait pas, qui viennent libérer. C'est, c'est assez fort et puissant, en fait. Et je souris parce qu'en vérité, c'est aussi tellement simple à la base parce qu'on est fabriqué comme ça. C'est si, heu, si normalement notre tête reste bien accrochée sur notre corps, voilà, comme Ouais. tu dis, d'ailleurs moi je nous conseille pas de regarder notre nombril parce qu'on va tomber, parce qu'on regardera pas devant nous. Mais du coup, Heu, si on est bien associé, la tête, c'est elle qui donne notre niveau qui vérifie quel est le niveau d'énergie dans le corps. Est-ce que je suis lucide? Voilà, voilà, est-ce que j'ai de la clarté? Et du coup, OK, ben, c'est bon, on est prêt pour partir, hein. Donc c'est de bien finalement, c'est une espèce d'hygiène de vie, de vérifier sans arrêt, est-ce que ma tête et mon corps, voilà, sont en phase? Ben, si mon corps aujourd'hui est un peu fatigué, ben, peut-être que ma tête va dire: «Bah, écoute, non, on fera un petit truc en moins». Donc c'est cette conversation et vraiment on dit en psychodromal, on a besoin de reconnaissance, que la tête reconnaisse ce que le corps vit, voilà. On pourrait presque dire, que le corps reconnaisse aussi ce que la tête est en train de dire, hein, puisque finalement c'est dans les 2 sens que ça marche et ça se fait par le biais de l'autre aussi comme tu dis, c'est des fois, c'est la petite attention de l'autre qui lui reconnaît ce que nos mots, notre tête, notre corps, ça dépend comment on manifeste, est en train de dire qui, hop, nous permet de top, de réimpliquer et vraiment c'est souvent on le dit, bien sûr on peut pas faire que de la thérapie par la parole parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses. Mmh. L'idée de la parole, c'est plutôt la parole, la mise en mots, c'est une traduction, verbale par mon cerveau qui a compris quelque chose de mon corps, mais du coup, c'est aussi c'est je fais exprès, hein, c'est mis en relief. Les mots, ils ont un ressenti, ils ont une dimension, sensorielle et finalement raccorder la tête et corps, c'est mettre ce mot juste des fois, c'est: «Je te vois», voilà, j'ai entendu, voilà, puis c'est normal, peut-être d'être fatigué aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu, mais avec ce côté, il y a vraiment du relief dedans et
aujourd'hui, il y a plein de styles de thérapie qui soignent le corps, qui soignent la tête. La réalité, c'est qu'on doit prendre soin des 2 et que Ouais. la thérapie, pour nous tous, finalement, c'est de pouvoir se parler, mais en y mettant vraiment la tête et le corps associés. C'est Ouais. le mot, il a une vibration, voilà, à l'intérieur de nous et cette dimension-là, elle nous montre que quand je vibre sur un mot, c'est bien que ma tête et mon corps sont raccordés. Mmh. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je trouve que, c'est, hyper important pour toutes les personnes qui se sentent un peu rejointes par ces traumas, de savoir mettre ces petits mots pour petit sujet par petit sujet, petite chose par petite chose. On n'est pas obligé d'aller, retravailler tout de suite l'énorme problème qu'on a eu quand on avait 15 ans, du truc qui nous a, vraiment très, très impactés et avec lequel quand on en reparle, ça remonte encore. C'est travailler des petites choses de tous les jours pour en fait, essayer de cette sensation de se sentir bien, en fait. Et du coup, j'ai, travaillé un podcast, là-dessus sur, en fait, il y a des études qui viennent de sortir, c'est, Bonheur et discipline justement, et en fait, le podcast sur Bonheur et discipline, c'est des études qui viennent de sortir et qui démontrent que finalement, le bonheur, c'est une ressource. En fait, c'est l'essence et c'est plus on va prendre soin de notre bien-être et plus, en fait, on va être heureux et ces petits moments de bonheur qu'on vient injecter dans notre quotidien, finalement, c'est eux qui vont nous permettre d'augmenter notre niveau de bien-être et qui vont nous donner de l'énergie. Et du coup, ça vient complètement rejoindre tout ce qui touche au trauma et c'est là où j'aime beaucoup l'alliance entre la psychologie positive et tout ce qui touche à la psychotrauma. C'est qu'en fait, tous ces petites clés, tous ces petits moments de bonheur qu'on apprend à repérer, et ben, on vient les injecter et petit à petit, ils nous permettent d'ouvrir notre prisme et ça nous permet justement de pouvoir, augmenter notre niveau de bien-être et mieux comprendre et mieux faire le lien entre notre tête et notre corps. Oui et tu sais, on dit des choses, tellement évidentes qu'on a juste oublié. On sait que notamment si quand on doit faire une petite piqûre ou quelque chose à un enfant, le fait de la caresse par la voix ou la peau, ben, justement, c'est, on a un flot, d'hormones et de neurotransmetteurs qui fait que le bain d'un seul coup, au lieu d'être froid, c'est comme si on mettait un peu d'eau chaude et puis le bain il est tiède et que du coup c'est ce subtil dosage et peut-être que justement un des facteurs de protection qu'on met dans l'attachement sécure, c'est aussi, l'attachement sécure, c'est pas seulement prendre bien soin, être attentif, c'est prendre plaisir. C'est montrer qu'on est heureux, de prendre soin de l'autre, de lui donner à manger, d'aller donner, je sais pas des carottes au lapin, voilà, ou d'aller promener puis de voir un écureuil dans la forêt et c'est cette faculté à pouvoir, ben, moi je dis c'est, il en faut peu pour être heureux. C'est pas ballot, c'est vraiment, heu Exactement, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Hem, donc en fait pour terminer, je voulais qu'on parle de notre travail de psychotraumato, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plein de manières de soigner les traumas, que ça peut être, enfin un travail par exemple en EMDR, ça peut être un travail au niveau du corps, ça peut être, quelqu'un qui me racontait l'autre jour qui se sentait vraiment mal, qui est parti se faire masser avec, une personne qui manifestement était très compétente et elle me dit: «Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai laissé sur la table de massage». Et j'ai adoré cette expression, mais en fait, voilà, le fait de reconnaître que ce corps, il est noué à plein d'endroits parce qu'on vit des choses difficiles en ce moment, je trouve que c'est vraiment, hyper intéressant. Donc dans ce travail de psychotraumatologue, il y a quelques petites étapes. Est-ce que tu nous en dirais 2-3 du travail thérapeutique qu'on peut faire? alors je souris parce que, en réalité les étapes, elles ont été données il y a longtemps par monsieur Pierre Janet, heu et tous les c'est un peu, incroyable parce que toutes les choses qu'on remet au goût du jour, elles avaient déjà été pressenties, mais on ne savait peut-être pas encore bien les saisir et la première étape, de toute façon, elle passera toujours par, j'ai envie de dire, réchauffer la relation. Parce que de toute façon,
Voilà, et comme tu disais, que ce soit un massage, que ce soit un massage du corps ou du cerveau, peu importe, comment on le dit, heu, d'abord, c'est de reprendre le plaisir à être en relation et la première étape, c'est de faire sentir à la personne en face qu'on a un vrai intérêt. Bien sûr, on va reconnaître ce qu'elle a vécu, mais on a un vrai intérêt. On est curieux d'elle, on aime, on aime, voilà, on aime Mmh. l'humain et que d'un seul coup, peut-être va se passer une chose qui est incroyable pour les humains, c'est ils vont se sentir importants. C'est peut-être une des premières fois dans leur vie et 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 c'est cet art aussi, au-delà de toutes les techniques, c'est d'ailleurs ce qui paraît dans beaucoup de livres aujourd'hui, puisqu'on a plein de techniques différentes, mais au-delà de la technique, c'est, cette capacité de certains praticiens à faire sentir à l'autre, à quel point on est intéressé par eux et là, Raphaël, j'ai envie de te dire, c'est là aussi qu'on nous dit, voilà, c'est un métier. Je crois que vraiment, c'est un peu plus qu'un métier pour une partie d'entre nous, quoi. C'est vraiment, c'est un métier, même quand on entend des choses difficiles, plaisant d'aller, accompagner l'humain, d'aller le découvrir à chaque fois, c'est une aventure incroyable. Voilà, donc de Ouais. faire sentir cette chose-là à la personne, qu'elle, elle nous apprivoise aussi parce que surtout si d'autres, bien intentionnés, mais lui ont fait du mal, bah, on doit montrer aussi au fur et à mesure que on va être constant, prévisible, donc il y a cette installation, cette découverte d'une relation qui peut être, beaucoup plus chaleureuse que si l'inconnu et ensuite, on va pouvoir commencer à aller aborder les zones difficiles, mais sans avoir omis d'en trouver quelques zones aussi, plutôt, agréables aussi, comme tu disais. On rappelle qu'il y a eu des moments aussi agréables. En traumato, ce que moi j'aime beaucoup, c'est il faut se satisfaire du peu dans le sens, les ressources qu'on dans, la psychologie positive, tous les mots qu'on met, en vérité, c'est pas des grands mots au traumato. C'est ces petites choses si simples, comme d'aller cueillir une marguerite, comme d'aller, regarder, voilà, des fleurs dans son jardin, comme de boire un petit café. C'est, le besoin profond, c'est de retrouver ce sentiment d'être dans une simplicité, dans une vie normale et naturelle d'humain et possiblement de sortir du hors norme, d'aller dans une forme de normalité fonctionnelle. Chaque humain est une pièce unique, mais on a tous besoin de ces petits bonheurs, tu vois? Ces petites choses au quotidien et les grosses choses, on les abordera au fur et à mesure, en vérifiant lesquelles sont les plus accessibles et ce qui est incroyable, moi, la plupart du temps, ce que je remarque, c'est on n'a absolument pas tout à travailler. Parce qu'une fois qu'on a réparé 2 ou 3 zones plus épineuses, aussi parce que le thérapeute, il va faire de la psychoéducation, il va expliquer comment ça marche et ben, après le cerveau et le corps, ils reprennent leur capacité, hem bah, inhérente à notre condition humaine d'auto-réparation. Donc ce qui est Absolument. génial aussi, c'est de se dire que au fond, on n'a pas besoin d'aller tamponner tous les points traumatiques parce que sinon les gens des fois se disent: «Bah, je vais rester, 30 ans en thérapie». Pas du tout. Parce qu'après, nous, ce que l'on remet en route, c'est les facultés d'auto-guérison et d'auto-réparation. Mmh. C'est exactement ça. Ouais, et c'est stupéfiant. Ouais, Et ouais, après, remettre ben, en route ces une fois capacités de régulation, oui, de et cette après capacité de régulation, voilà, que le cerveau est capable de faire de manière normale et c'est notre travail à nous de par des outils, par la psychopédagogie, de leur permettre de pouvoir être, de nouveau complètement fonctionnels. Mmh. en rappelant une chose, par contre, le cerveau humain est vraiment fait pour fonctionner à plusieurs et que du coup, l'auto-réparation tout seul même avec les meilleurs, même avec les meilleurs, podcasts, même avec les meilleurs, outils, hem, elle ne portera pas, les mêmes fruits que vraiment d'être en relation et forcément en relation avec quelqu'un qui va bien. Le cerveau, les neurones miroirs, il y a plein de choses qui sont faites en nous, vraiment pour que, l'autre fait partie de la solution. Mmh. Et c'est là où je mets un petit point sur l'IA. Attention à l'IA, l'IA, il n'a pas de neurones miroirs lui, hein. Non, il amène des choses des fois intéressantes pour l'autoréflexion Absolument, et absolument. après, bah, on le retravaille, ensemble. Exactement, tout à fait, tout à fait. Pour terminer notre petite mousse de la semaine, écoute, qui nous vient de Peter Levine, que j'aime bien et qui dit: «Le trauma est un fait de vie, il n'a pas besoin d'être une condamnation à vie». J'aime beaucoup cette, voilà, c'est un événement et cet événement, on peut en guérir. Donc c'est important grâce à la relation. Merci Angélique en tous les cas Merci d'être Raphaël. là et de nous éclairer sur ce sujet. On va démarrer une nouvelle série ensemble autour des TCA et appuyer sur, le travail que tu as fait dans ton livre avec, Monsieur Rigaud.
Oui, c'est ça. Et du coup, qui va pouvoir nous éclairer sur, en fait, pareil, d'autres types, en fait, quelque part un peu de trauma et qui vient en quoi ça vient impacter le corps. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur, surtout à ceux que vous sentez qui auraient besoin justement de bonnes relations pour pouvoir guérir de certains petits traumas qu'ils auraient pu vivre. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. Avec Bulle de bonheur, justement, prenez le temps d'être heureux.